Les enfants du rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman, avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Bonjour, et aujourd'hui, cette 11e et avant-dernière émission sera consacrée à la littérature du kibbutz. Alors nous voici arrivés presque au terme de cette série consacrée au kibbutz, et aujourd'hui nous allons faire un petit peu une pause littéraire. En effet, la littérature kibbutznik, ou alors consacrée au kibbutz, tient une place de choix dans l'ensemble de la littérature israélienne. Joseph Baratz, Amos Oz sont autant de noms qui témoignent de la vitalité de cette littérature, et leurs ouvrages, en plus de leur qualité littéraire singulière, sont des témoignages de choix sur la vie du kibbutz et sur ses évolutions au cours de son siècle, enfin de ses 60 années d'existence. Nous allons aujourd'hui, en compagnie de Michal Gantz, délégué au mouvement kibbutznik, auprès de l'agence juive et grande connaisseuse, s'il en est, de la littérature israélienne, retracer cette évolution littéraire. Nos propos seront entrecoupés de lectures de textes, et nous avons fait pour cela appel à notre ami Frédéric Charbit, donc textes qui nous ont paru particulièrement éclairants et représentatifs de cette littérature. Alors Michal, une première question évidemment, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots généraux retraçant l'évolution de cette littérature sur le kibbutz ou du kibbutz et un petit peu le poids qu'elle a pu représenter au sein de la production littéraire israélienne? Oui, bien sûr. Et en ce qui concerne la littérature, c'est un petit peu comme en ce qui concerne le reste des activités du kibbutz. L'importance de cette littérature est évidemment hors de proportion avec les 3% de la population du kibbutz dans la société israélienne. Vous avez cité Baratz, qui est un des premiers qui a été traduit en France en parlant du kibbutz. Vous avez cité Amos Oz, qui est peut-être le grand écrivain du kibbutz, à la fois en Israël et en France, et qui est certainement le plus traduit en France. Et j'ajouterais d'autres noms qui sont moins connus en France parce qu'ils n'ont pas été traduits, mais qui témoignent d'une évolution qu'on pourrait donner en 3 points. Et j'ajouterais, et je finirai par les écrivains contemporains, la jeune génération israélienne, qui, elle, n'est pas connue en France. Je citerai plus tard un texte d'un jeune auteur, d'une jeune écrivain, qui s'appelle Batia Gour, et qui, elle aussi, a écrit sur le kibbutz ces dernières années. Alors, en quelques mots, donc, quels sont les points forts de cette évolution que nous allons ensuite illustrer avec quelques textes? Je crois qu'on peut les retracer grosso modo en 3 périodes. La première période, puisqu'il y en a 3, la première période qui serait la période du manque de distance, c'est-à-dire au premier degré. C'est une période qui est venue assez tard dans la vie kibbutzik, puisque les premiers textes, disons, de valeur littéraire, sont quand même des années après les années 40. Donc il a fallu quand même attendre presque 40 ans, 35-40 ans, que le kibbutz est suffisamment mûri pour pouvoir donner des littéraires. Alors je parle ici, puisque nous avons peu de temps, je ne vais pas distinguer entre les membres du kibbutz qui ont écrit et les gens qui ont écrit sur le kibbutz, oui. Ce qui demanderait évidemment une émission plus... Non, évidemment, on peut pas faire on peut pas tout faire. Donc ici, je parle globalement du kibbutz comme sujet, à la fois par les gens qui ont écrit sur le kibbutz ou les gens qui ont vécu au kibbutz. Donc la première génération, je dirais, c'est une génération au premier degré qui s'exprime de 2 manières, soit par le récit romancé, tel que nous le verrons chez Baratz, et deuxièmement, par ce que j'appelle le réalisme apologétique, c'est-à-dire il s'agit de décrire le kibbutz, mais un kibbutz auquel on croit de toutes ses forces et qui aujourd'hui nous semble un petit peu idéalisé, mais qui à l'époque semblait tout à fait courant, normal. Je dirais que dans ce courant, il y a des gens qui n'ont pas vraiment été traduits en français, mais il y a quelqu'un comme Moshe Shamir ou comme Aaron Meged, ou si vous voulez, quelqu'un qui a été traduit en français sur le kibbutz, mais qui n'est pas israélien, c'est Arthur Kessler, dans le livre de la Tour d'Ezra, qui est quand même un livre très connu. Fait. Voilà. La deuxième génération, c'est la génération de la critique ou de la rancœur ou de la révolte, c'est-à-dire les gens qui commencent à réfléchir sur le kibbutz et à penser que le kibbutz, ce n'est peut-être pas le paradis dont on leur avait ressassé les oreilles. Le premier à avoir manifesté cette tendance critique dans les années 65, alors qu'il était très très jeune puisqu'il est né en 1939, c'est Amos Oz. Il est le premier d'une lignée de gens qui critiquent le kibbutz en général de l'intérieur. Et il sera suivi par toute une génération
jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de silence. Dans la fin des années 70, on entend peu parler du kibbutz, et quand on le retrouve, c'est pour aller vers ce que j'appelle la banalisation. Aujourd'hui, le dernier texte donc, que je vous lirai, le kibbutz est un milieu comme un autre israélien, et qui donne lieu, donc, comme tout autre milieu, à des créations littéraires de la même manière. Alors, le premier texte que vous avez retenu, Michal, est donc, vous en parliez, un texte de Joseph Baratz, qui est auteur de Mon village en Israël. Donc, c'est un récit, comme vous le disiez, quelque peu idyllique, des débuts pionniers du kibbutz de Degania, qui fut donc, j'espère que vous vous en souvenez, le premier kibbutz fondé en Israël, et dont l'auteur fut un des fondateurs. Alors, ce récit illustre en premier lieu les difficultés rencontrées, les enthousiasmes, les modes de travail, et Frédéric va nous lire quelques passages de ce texte. Cette première année fut merveilleuse en dépit de ses difficultés et nous apporta beaucoup de joie. Nos possibilités de travail semblaient sans limite. Si nos forces buttaient contre un obstacle, notre intelligence en venait à bout. Mais c'était cependant très pénible. Presque tout le monde avait la malaria, et il y eut des cas de fièvre jaune. C'était le climat qui nous faisait souffrir le plus. Il était si mauvais qu'au début nous pensions souvent « Nous ne pourrons jamais élever d'enfants dans cette vallée, il nous faudra aller plus haut ». Nous songions à bâtir notre village au sommet d'une haute colline et à descendre chaque jour sur nos terres au fond de la vallée. Au début, nous ne cultivions que des céréales. Nous travaillions avec des instruments primitifs. Nous n'avions pas d'animaux de ferme en dehors de 6 paires de mules et 2 chevaux. Les chevaux étaient des chevaux de selle. Ils n'étaient pas bons à grand-chose dans ce climat, mais la plupart des fermes en gardaient pour les déplacements. Les mules faisaient tout le travail, transporter l'eau, tirer les charrues et les moissonneuses. Aujourd'hui, nous labourons avec des tracteurs, mais pendant longtemps, nous n'avons eu que des mules. Les charrues, les moissonneuses et les semences, tout nous avait été fourni par l'Office de Palestine. Nous avions un contrat avec lui. Il nous donnait la terre et tout ce qui était nécessaire pour la faire fructifier. Et en échange, nous lui remettions 50% de notre bénéfice net. Nous conservions le reste et touchions en plus 50 francs par mois et par tête. Joseph Bussel, notre comptable, tenait la caisse commune. Tout ce que nous gagnions y entrait. Alors, le travail, évidemment, mais aussi des choix auxquels sont confrontés les kibbutzniks, les pionniers, et sur lesquels nous reviendrons juste après ces petites pauses musicales. Voilà, nous allons reprendre donc sur Joseph Baratz qui venait d'exposer donc, dans le texte que nous venons de lire, que Frédéric vient de nous lire, qui venait de nous exposer les difficultés qu'il trouvait dans le travail. Mais alors, il y avait aussi un autre problème dont nous avons abondamment parlé avec David Katarivas, celui des enfants. Et justement, il se trouve que le premier enfant né au kibbutz de Degania fut celui de Joseph Baratz. Quand notre premier enfant, Gédéon, naquit, il était le premier bébé de la colonie. Chacun s'agitait autour de lui et personne ne savait comment le soigner. Nos femmes n'avaient aucune notion de puériculture. Myriam ne pouvait demander de conseil à personne. Les autres femmes étaient encore plus jeunes qu'elle. Elle inventa donc sa propre méthode. Après la naissance de l'enfant, elle tomba gravement malade et elle dut rester quelque temps avec lui à l'hôpital. Mais à son retour, elle recommença à travailler comme auparavant et emmena toujours son fils avec elle. Elle le portait au potager, à la cuisine et au poulailler. À l'étable, elle le posait par terre sur la paille et les vaches l'aimaient bien. Tout Degania s'inquiétait de cet enfant. On se tourmentait parce qu'on craignait qu'il ne mourût faute d'une hygiène suffisante ou simplement parce qu'il pleurait. Myriam les suppliait. « Je vous en prie, tranquillisez-vous. Cet enfant va très bien, il s'arrêtera dans 1 minute. Il n'aura aucune raison de pleurer. » Mais tous continuaient à se tracasser et auraient voulu que Myriam le berçât sans cesse. Aux réunions également, Myriam prenait Gédéon avec elle, et chacun voulait le porter, et on se le passait tous autour de la table, d'un genou à l'autre. Même lorsqu'il était dans son berceau, le soir, on venait le réveiller pour le prendre dans les bras. Tout le monde était si heureux d'avoir un enfant à la colonie, et cependant, il se faisait constamment du souci. Comment pourra-t-il s'élever ainsi? Que va-t-il lui arriver? Mais il poussa dru et plein de santé. Quand il y eut 4 enfants à la colonie, nous avons décidé de mieux nous organiser. C'était un problème difficile. Est-ce que les femmes devaient continuer à travailler tout en s'occupant de leurs enfants? Chaque mère devrait-elle se consacrer à sa famille et ne rien faire d'autre? Mais les femmes ne voulaient pas entendre parler d'abandonner leur participation au travail et à la vie collective. Ne pourrait-on désigner une seule femme pour s'occuper de tous les enfants? Il nous paraissait inconcevable qu'une mère pût confier son enfant à une autre femme.
Quelqu'un suggéra que la colonie engageât une nurse spécialisée. Mais Joseph Bussel intervint. Les enfants appartiennent à leurs parents. Mais nous devons tous en partager la responsabilité. Ils sont en quelque sorte les enfants du kibbutz. Nous n'avons donc fait venir personne, mais nous avons choisi une jeune fille chargée de s'occuper de tous les enfants. Et nous avons réservé une maison où ils passaient la journée pendant que les mères étaient au travail. Ce système se développa et fut plus tard adopté dans tous les kibbutz, avec la différence que dans la plupart d'entre eux, les enfants dorment dans la maison des enfants, tandis que chez nous, ils passent la nuit près de leurs parents. Voici donc les préceptes qui ont un petit peu été expérimentés à Degania. Donc le temps des pionniers, le temps de la première génération, puis vint le temps, donc Michel, vous le disiez, le temps de la deuxième génération, celle d'Amos Oz, celle où le mélange s'opéra entre l'habitude et parfois un petit peu de lassitude, et où paradoxalement, alors que le kibbutz, celui des années 50, des années 60, était à son apogée, eh bien s'infiltrait un petit peu de critiques insidieuses en son sein. Alors, qu'en pensez-vous, Michel, donc de ce kibbutz de la deuxième génération, enfin de la littérature du kibbutz de la deuxième génération, plus exactement? Je pense que c'est celui où on commence à pouvoir parler de vraie littérature, c'est-à-dire c'est à partir du moment où la distance est suffisante pour pouvoir évaluer et non pas parler au premier degré, avec laquelle on peut faire une création littéraire. Et cette création littéraire, elle ne pouvait, étant donné que la première génération était apologétique, que se situer dans un refus, ou tout au moins dans une critique. Hein. Et cette critique et cette distance, peut-être même se trouve-t-il existentiellement qu'ils étaient le mieux possible incarnés dans la personne de Amos Oz, qui avait ce privilège d'être à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, puisqu'il avait un statut sur lequel nous reviendrons, puisque ce statut figure aussi dans le dernier extrait, ce statut qu'on appelle en Israël Yeled Rutz, un enfant de l'extérieur, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas né au kibbutz, mais qui a été accueilli par une famille adoptive dans le kibbutz pendant ses années de scolarité et qui passe toute sa jeunesse, en général ses années de lycée, jusqu'à l'armée au kibbutz. Il y a eu énormément d'enfants comme ça dans les kibbutzim dans ces années-là. Beaucoup sont restés. Amos Oz est resté très longtemps, puisqu'il n'y a qu'un an ou deux qu'il a quitté le kibbutz. Et tous ont eu peut-être cette particularité de pouvoir regarder le kibbutz à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Amos Oz, lui, avait le talent en plus, ce qui fait qu'il nous a légué ce témoignage qui était à l'époque, puisque les premiers livres datent de 65, qui était un témoignage pilote, il était à l'avant-garde, et qui s'est répandu après, qui est devenu une façon de voir le kibbutz pendant au moins 10, 15, 20 ans jusqu'à ces dernières années. Y a-t-il d'autres noms, même moins connus que celui d'Amos Oz, de gens qui se sont essayés un petit peu à cette... Bien sûr, il y a des écrivains israéliens qui, pour tout Israélien, sont très connus. Il y a Nathan Shaham, qui est lui-même membre d'un kibbutz, qui a été en poste diplomatique à l'étranger, qui est du kibbutz Bet Alpha. Il y a Amnon Chamosh, qui est membre du kibbutz Mayan Baruch, et qui est un des rares séfarades du kibbutz à avoir écrit. Il a surtout écrit sur l'expérience des juifs séfarades au kibbutz. Et il y en a d'autres, mais je crois que ce sont, disons, les deux plus connus, qui sont à la fois membres d'un kibbutz et qui ont écrit sur le kibbutz. Très bien. Alors pour illustrer la littérature de cette deuxième génération, nous avons choisi un extrait d'un ouvrage d'Amos Oz qui s'appelle Un juste repos. Et nous avons choisi un extrait un petit peu particulier. C'est en fait un des fondateurs du kibbutz qui parle et qui écrit une lettre pleine de désillusions à un de ses amis, un de ses vieils amis qui tient un poste de responsabilité à Tel Aviv dans le gouvernement israélien, et où il lui parle des illusions donc, qu'ils se sont faites dans leur jeunesse et qui, ma foi, sont un petit peu soumises à l'épreuve du temps. Ce qui importe, c'est que nous avons subi une défaite, mon cher Eshkol, une défaite irrémédiable. Il faut reconnaître que la plume hésite à l'écrire, mais la vérité passe avant tout. Ainsi donc, ils auraient été vains nos rêves, notre dévouement, notre abnégation et nos intrigues, nos machinations, nos complots, nos ruses pour arracher nos petits juifs aux goy et à eux-mêmes. L'esprit du mal souffle, arrache et détruit en tout lieu, dans les villes, les villages, les kibbutzim, au sein de la jeunesse. Ah, le diable s'est bien moqué de nous. Nous avons nous-mêmes colporté le virus des maladies de l'exil. L'épidémie s'est déclarée sous nos yeux et fait naître ici même
une nouvelle diaspora. De Charybde en Scylla, te dis-je. Ils étaient pourtant bien réels, nos rêves, notre enthousiasme, notre abnégation. Et nous voilà à présent au terme de notre existence. À moins que, n'en déplaise à Gogol, nous ne soyons déjà des âmes mortes. Me permettrais-je de te demander ce que font tes filles ? Non, ne me réponds pas. Pour moi, ce n'est pas avec des fils tels que les miens que j'assurerai dignement ma descendance. L'un est flegmatique, l'autre mélancolique, la tête farcie d'idées extravagantes, s'accomplir, voir le monde, profiter de la vie. Le diable, c'est quoi encore ? Avec leurs cheveux longs, ils se prennent tous pour des artistes, une génération entière d'artistes. D'un côté, ils semblent toujours à moitié endormis, de l'autre, bizarrement, ils sont cinglés de sport. La grande affaire, vraiment, de savoir comment, quand et comment taper dans un ballon. Dans un de ces moments d'inspiration, Ben Gurion a déclaré le jour que nous avions réussi, d'une poussière d'hommes, à tirer un peuple, d'un vermisseau Jacob, à faire renaître le lion de Judée. Nous serions, nous, les vers de terre, et ceux-là, avec leurs cheveux longs et leurs idées courtes, la splendeur d'Israël que nous appelions de nos voeux. Le poète Alterman ne s'écrit-il pas « Miraculeux papillon issu de la chenille » Quelle dérision que notre Amérique du pauvre, étriquée, étouffante et laide, rongée par la mesquinerie et la course au menu plaisir. Alors le kibbutz aujourd'hui, normalisé, qui a perdu un petit peu de sa splendeur, de son prestige, nous avons déjà largement évoqué cette évolution du kibbutz au sein de la société israélienne. Alors est-ce que c'est celui qui est décrit dans les ouvrages contemporains, Michel ? Oui, alors le kibbutz qui est décrit dans les ouvrages contemporains, et en particulier dans l'extrait que nous allons lire maintenant, c'est un milieu social israélien avec ses problèmes. Un milieu comme un autre, en définitive. Oui, avec évidemment ses problèmes propres. L'auteur dont nous allons parler maintenant s'appelle Batya Gur, c'est une jeune auteure qui se spécialise dans les romans détectives. C'est un peu le style des 5 dernières minutes de l'inspecteur Bourrel. Sauf que son inspecteur à elle s'appelle Monsieur Michael Ohayon. Il est étudiant, il était étudiant, il a dû interrompre ses études pour des raisons économiques et il est rentré dans la police. Et ses enquêtes le mènent dans des milieux particuliers. Un milieu, c'était l'université. Le deuxième, c'est le journalisme, etc. Un de ces milieux, c'est le kibbutz. Ce qu'il y a de propre dans les livres de Batya Gur, c'est que le crime, ou tout au moins la façon dont le crime est produit, est intérieur au milieu qu'elle décrit. Donc, je ne vous raconterai pas l'histoire, étant donné que le livre n'est pas traduit, je vous raconterai simplement, je vous mettrai simplement les personnages dont je vais parler maintenant. Il s'agit, comme chez Amos Oz, d'un ancien du kibbutz qui revient. Il était donc élève de l'extérieur, Yeled Chutz, il est devenu très célèbre, il est président de son groupe parlementaire à la Knesset, et il revient à la fête des 50 ans du kibbutz, retrouver ses parents adoptifs, Chavele et Moïse, qui sont son père et sa mère d'adoption lorsqu'il était au kibbutz. Donc nous avons 3 personnages, Aaron qui est la personne qui revient, les 2 anciens, les 2 vieux, et aussi les petits-enfants, dont un s'appelle Asaf, de Moïse et de Chavele. La scène se situe dans la salle à manger du kibbutz, entre 2 cérémonies du 50e anniversaire. Sur l'estrade se tenait un groupe de gosses pas bien grands, tous vêtus en bleu et blanc. Aaron contemplait tous ces enfants resplendissants de santé et il écoutait la manière émue et enrouée avec laquelle ils récitaient dans le micro les textes qu'ils avaient eux-mêmes écrits. Il percevait bien la solennité empesée avec laquelle ils articulaient chaque mot, et il décelait le sourire qui apparaissait sur le visage de certains, mettant à nu le vide laissé par la chute des dents de lait lorsqu'ils étaient applaudis. Et pourtant, le souvenir d'événements identiques qui lui rappelaient que les choses n'étaient pas si simples, l'ennui même qui subrepticement commençait à le gagner et à lui engourdir les membres, ne pouvait dissiper chez lui le sentiment que c'est bien ici que se trouvait le vrai repos, celui du corps et celui de l'âme. Et ceci, malgré l'amère constatation qu'il était lui-même en dehors de tout ça, et qu'il n'avait pas la moindre chance de faire partie de cette plénitude heureuse. C'est même Chavele qui le lui avait rappelé quelques instants plus tôt, quand ils étaient dans l'appartement. « Tu n'auras pas tenu le coup ici. Si mes souvenirs sont bons,
tu as toujours eu des difficultés avec le collectif. Tu n'es pas du genre à accepter la souveraineté de l'Assemblée. La souveraineté de l'Assemblée, c'était son expression. Une curieuse façon de parler qui sonnait déplacée dans sa bouche, comme si elle récitait une idée apprise, une drôle de phrase. « Ça fait combien de temps que tu es responsable économique ?» demanda Aaron à Moïse, alors qu'on commençait à servir le premier plat. « Ah, c'est la 4e année, répondit Moïse avec lassitude. J'espère bien qu'ils vont me trouver un remplaçant cette année. Combien de temps on peut tenir? Je crève d'envie de retrouver les champs de coton. Dis-moi, ajouta Aaron, dis-moi, votre situation économique n'a pas l'air trop mauvaise. Comment vous en êtes-vous aussi bien tiré dans l'affaire des banques? Oui, en gros, nous sommes plutôt pas mal. On servit le 2e plat, on récupéra les assiettes en papier dans lesquelles on avait servi les entrées et on jeta le tout dans des grandes poubelles. C'est la première fois que les enfants en bas âge sont admis à être de la fête. Autrefois, on ne les aurait pas amenés, rappela Moïse en servant un autre verre de vin à Aaron. C'est à cause de la grande question qui nous occupe en ce moment, la Lina Mishpartit, dormir ou pas dormir à la maison. Tout le monde commence à se comporter comme si c'était déjà fait. Tu peux te rendre compte toi-même, tout change. Dans le mouvement kibboutzik, ici, nous sommes quasiment anachroniques, le dernier kibboutz qui n'est pas encore passé au système familial. Comment, s'étonna Aaron? Tous les kibboutz ont déjà changé de système? Pas tous, peut-être concrètement, mais en tout cas, tous ont décidé. C'est que pour construire, il faut beaucoup d'argent, ça coûte très cher. Il faut construire des chambres supplémentaires dans tous les appartements familiaux. Le plus absurde de tout, dit Moche en souriant, c'est que chez nous, justement, ça ne pose pas de problème technique. Mais évidemment, ça dépend de la décision du mouvement. On parle de geler la construction jusqu'à ce que la situation de tous les kibboutz se soit améliorée. Un type plutôt gros, avec des lunettes, s'approcha de Moche et lui demanda ce qui se passait pour le guillous du lendemain. Moche lui répondait laconiquement et finit par lui dire « Jette donc un coup d'œil au tableau d'affichage, il y a de décompte des points. » « Des points? Quels points ?» demanda Aaron, après le départ du type. « Qu'est-ce que tu crois? Que tout le monde ici se porte volontaire comme au bon vieux temps? C'est fini, dit Moche d'un ton sarcastique. Le répartiteur du travail est malade, et d'ailleurs, c'est une fille qui ne s'en sort pas dans son boulot. Alors, à chaque fois qu'il y a un guillous, ils me rendent fou. Maintenant, tu dois savoir qu'on ramasse des points pour chaque guillous, et à chaque opération de cueillette, on a des bonus. Tu vois, on sent déjà l'influence sociologique des changements. » Il avait un air soucieux. Comme on amène les bébés, on doit commencer beaucoup plus tôt. Autrefois, les cérémonies ne commençaient pas avant 9h30, 10h du soir. Une fois que les parents avaient mis les enfants au lit. Tu verras, aujourd'hui, je suis sûre qu'il n'y aura même pas de danse après la cérémonie, tellement tout le monde sera pressé de rentrer. Les jeunes peut-être resteront, mais nous aussi on rentrera trop pour coucher les petits. Il mâchouilla un bout de biscuit à apéritif et se leva de table. Alors voilà pour cette vision du kibboutz contemporain. Évidemment, nous n'avons pas pu aujourd'hui donner une vision exhaustive de la littérature kibbutznik, mais voici du moins quelques jalons posés. Michal, je vous remercie beaucoup, ainsi que Frédéric. C'était Les Enfants du Rêve, une histoire du kibboutz. Série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Rudy Berman avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Ce feuilleton a été réalisé avec la collaboration de Voyage et Découverte.